Bonjour, bienvenue. Prenez possession aujourd'hui de votre véhicule. Je me présente. Moi, je suis Roger. Je suis le directeur du service. Des véhicules comme le vôtre, j'en ai construit des centaines. Aujourd'hui, j'en fais l'entretien. Donc, je suis la personne ressource pour vous aider en tout temps avec votre véhicule. Mon but aujourd'hui, c'est de vous éduquer, d'avoir le plus d'outils possible pour que vous puissiez jouir de votre véhicule le plus rapidement possible puis être le plus facilement autonome, le plus rapidement autonome. Donc, on va passer au travers de plusieurs points. On va passer au travers de comment ça fonctionne le caisson électrique. On va parler comment ça fonctionne le caisson d'eau. On va voir toutes les interactions qu'on a à faire avec ces deux items-là. On a des vidéos supplémentaires qu'on va avoir ici sur le code QR. Ça, c'est votre meilleur ami, c'est votre référence. C'est ça qui va vous aider le plus possible avec toutes les petites situations qui vont se passer avec vos véhicules qui ne sont pas nécessairement des bris, mais qui sont des situations qui sont plus extraordinaires que vous devez avoir accès une fois de temps en temps pour faire la validation ou corriger ce qui se passe au moment. Donc, on va parler aussi de valeur de recharge, valeur de décharge. On va s'assurer que vous compreniez toutes les valeurs et comment ça fonctionne. Parler du Webasto. Notre Webasto qui est un thème magnifique. Par contre, il faut traiter avec un très grand respect. On va parler aussi de les bonnes habitudes à avoir avec les véhicules. Et ensuite, on va terminer avec des petits devoirs que vous devez mettre en place assez rapidement. Donc, sans plus tarder, on va aller en arrière, on va regarder le caisson électrique. On va commencer avec le caisson électrique qui est situé ici. Il pourrait être de l'autre côté selon votre configuration à vous. Donc, on va ouvrir le compartiment du caisson électrique pour voir tous les systèmes de recharge et les systèmes électriques à l'intérieur. Vous avez votre batterie au lithium de la compagnie Voltium, produit québécois fait pour les températures québécoises. Les batteries sont équipées de ce qu'on appelle un BMS. Le BMS, c'est comme un ordinateur qui va gérer la recharge et la décharge et protéger la batterie dans presque tous les cas de figure. Je vous montre les exceptions tantôt. Donc, quand on décharge notre batterie au complet, la batterie va se protéger à 10 %. On va garder une zone de sécurité de 10 %. À 10 %, elle va s'éteindre complètement. C'est pas très grave, on peut faire ça des milliers de fois, il n'y a aucun problème, aucun enjeu. Il faut juste se recharger par la suite. On vous recommande de vous brancher. Une fois qu'on est branché, ça se met en recharge, puis après ça, vous allez avoir votre batterie qui est pleine. Au niveau de la recharge, quand la batterie elle est pleine, elle va arrêter d'elle-même la recharge. Donc, on peut la laisser brancher. On peut être au soleil indéfiniment, on peut rouler indéfiniment. La batterie se gère au niveau de l'entrée énergétique. Quand elle est pleine, elle se protège, on ne peut pas la surcharger. La batterie est équipée d'une fonction auto-chauffante, ce qui veut dire que quand vous lui fournissez de l'énergie en hiver puis que l'espace de vie est froide, la batterie va être froide aussi. Donc, quand vous branchez la batterie, elle va se mettre à se réchauffer avant de commencer la recharge. Donc, en hiver, ça ne sera pas instantané. J'ai fait une vidéo sur la recharge et la gestion de l'énergie en hiver. Je vous invite à aller le consulter. J'en parle en plus grand détail. Donc, pour votre batterie, vous avez plusieurs chargeurs de recharge. Donc, il faudrait s'approcher ici. Vous allez pouvoir voir au sol, vous allez voir qu'il y a un PowerMax. Il est juste là, il est noir au sol. Donc, ce chargeur-là est un chargeur AC/DC. Ce qui veut dire que quand vous prenez une extension et que vous branchez ici, l'énergie rentre à l'intérieur. On a une prise de courant que cette énergie-là rentre à l'intérieur. On a notre chargeur qui est branché dessus. Donc, phénomène, dès qu'on se branche, c'est sûr qu'on charge. Si la batterie a besoin d'être rechargée. Aussi, un autre phénomène qui se produit quand on se branche, vous allez avoir votre inverter qui se met en fonction automatiquement. C'est un comportement volontaire et voulu qui va nous donner du courant dans nos prises de courant à partir de l'énergie de la source quand on est branché. Donc, pour recharger votre batterie, quand on se branche, on va recharger la batterie à 45 ampères-heure. Vous avez une batterie de 400 dans ce cas-ci. Si vous avez 800, on va avoir des chiffres, il va falloir les faire x2. Donc, si vous avez 400 ampères, recharger votre batterie qui est complètement vide va prendre entre 8 et 9 heures. D'autres chargeurs, donc un petit peu plus loin là-bas, on a un chargeur blanc et noir qui est au plancher et on a aussi un chargeur orange et noir qui est au mur. Les deux, c'est des chargeurs DC-DC. Donc, le premier chargeur blanc et noir, dans ce cas-ci, est pour le gros panneau solaire qui est à l'avant, 320 watts. Donc, dès qu'on est exposé au soleil, ce chargeur-là va rechercher à recharger la batterie, si elle a besoin d'être rechargée, bien sûr. Le maximum de ce chargeur-là va être 19 ampères-heure en été à midi. Et ça, c'est selon toujours l'exposition du soleil. Si c'est nuageux, on va avoir beaucoup moins d'efficacité. Donc, 19 ampères-heure en été à midi quand le soleil est au zénith au-dessus de nous. Et ensuite, chaque heure qui passe ou avant ça va avoir une valeur moindre. Au mois de janvier, le soleil a une courbe qui est très éloignée à l'horizon.
ça va avoir une valeur de recharge beaucoup moins efficace. Il va falloir s'adapter en tant qu'utilisateur. Le deuxième chargeur qui est au mur là-bas, c'est un autre chargeur DC-DC. Il s'occupe de d'autres panneaux solaires. Tout dépendant de votre configuration, si vous avez 2 fois 100 watts ou si vous avez un autre 320 watts, vous allez avoir une puissance qui va être différente. Dans ce cas-ci, on va avoir 200 watts et ces 200 watts-là vont nous fournir un maximum de 12 ampères-heure en été à midi quand le soleil est au-dessus de notre tête. Même chose selon l'heure et selon la saison, on va avoir des valeurs de recharge qui vont être différentes. Le chargeur orange et noir, qui on appelle aussi un APSO, un DMT 1250, a une deuxième fonction. Il va s'occuper de la recharge de l'alternateur. Donc, quand on est en mouvement, dès qu'on démarre le véhicule, le chargeur alternateur va se mettre en fonction. Il va arrêter l'énergie solaire et il va se mettre sur la recharge alternateur qui est beaucoup plus profitable. Même chose, dès qu'on roule, ça va recharger notre batterie de la même intensité que si on est branché. On va avoir 45 ampères-heure, ce qui va faire que ça va prendre 8 à 9 heures si disons que notre batterie était complètement vide. Dès qu'on arrête le moteur, il retourne automatiquement sur le panneau solaire. Il y a un léger délai de 3 minutes, mais c'est très minime. Prochain thème qu'on va parler, c'est le panneau de fusible. Le panneau fusible qui est à l'intérieur. Je vous laisse aller voir. Il est juste là. Le panneau de fusible, tous les éléments 12 volts du véhicule sont raccordés à ce panneau de fusible. On a identifié chacun des fusibles pour dire c'est quoi que ça dessert comme énergie et aussi la valeur du fusible qui doit aller à cet endroit-là. On vous laisse, bien sûr, des fusibles de rechange. Si jamais un fusible saute, ça va être très évident. On va le voir directement sur le panneau de fusible. Il y a une petite lumière rouge qui s'allume. Donc, on fait juste le remplacer. Si jamais il ressaute, c'est important de nous contacter. C'est parce qu'il se passe quelque chose avec l'unité. Plutôt rare, mais c'est toujours quelque chose qui est possible. Nous allons maintenant parler de l'ondulateur. L'ondulateur qui est la machine qu'on va mettre en fonction pour pouvoir avoir de l'énergie 120 à partir de l'énergie de nos batteries. On en a parlé tantôt, quand on se branche, l'ondulateur va s'allumer, va desservir l'énergie partout dans les prises de courant. Lorsqu'on est en autonomie, il va utiliser l'énergie de la batterie pour pouvoir la convertir en 120 volts. Il y a une grande dépense énergétique liée à ça, on va en parler plus en détail à l'intérieur tantôt. Ce qui est important de se souvenir, c'est que lorsque vous avez votre inverter en fonction, votre ondulateur, vous pouvez faire seulement fonctionner un élément chauffant à la fois. Que ce soit plaque à induction, que ce soit four, que ce soit chauffe-eau, que ce soit une petite chaufferette d'appoint micro-ondes, micro-ondes, que ce soit fer à friser, grille, pain, machine à café. Si ça chauffe, si ça génère de la chaleur, on va devoir se limiter à un appareil à la fois. 3000 watts, c'est le maximum qui peut servir. Je donne un exemple, le chauffe-eau est 1500 watts, la plaque à induction est 1800 watts. C'est sûr que ça ne fonctionne pas ensemble, on va dépasser le 3000 watts. Quand on dépasse les 3000 watts, deux phénomènes peuvent se passer. Soit qu'on va avoir la batterie qui va se fermer, elle va se protéger parce qu'on a dépassé le maximum de sa décharge à l'instant T, ou l'alarme de l'ondulateur va se mettre en fonction. C'est important de réagir rapidement, de fermer ce qu'on a en extra qui dépasse les 3000 watts. Pendant ce temps-là, je ne vous le cache pas, on est en abus sur l'inverter, l'ondulateur, et on risque d'avoir un problème à moyen et long terme si on le fait de façon trop répétitive. Inverter, ça fait pas mal le tour. Je vais vous parler des deux disjoncteurs. On a deux disjoncteurs qui sont à l'intérieur là. Vous pouvez venir les voir, ils sont juste situés là, soit devant ou derrière l'inverter. Présentement, ils sont juste là. Les deux disjoncteurs, il y en a un qui est identifié comme étant water heater, c'est le 15 ampères. C'est pour lorsqu'on hivernise le véhicule, on veut mettre ce disjoncteur-là à off et s'assurer qu'on ne démarre pas le chauffe-eau lorsqu'il est vide. On briserait l'élément du chauffe-eau. Le deuxième, c'est marqué inverter, donc c'est pour l'ondulateur. Il doit être à on en permanence. Le mettre à off ne ferme pas l'ondulateur, mais change plutôt son comportement. Ce qui va se passer, c'est quand le disjoncteur est à on, on en a parlé tantôt, on se branche, on recharge notre batterie, le courant rentre dans l'ondulateur s'allume, fournit du courant à partir de l'énergie de la source où est-ce qu'on est branché. Lorsqu'on le met à off, on va avoir un comportement différent. Donc, je recommence la procédure, on branche le véhicule, le chargeur recharge la batterie, mais le courant ne rentre plus dans l'inverter. Il va falloir démarrer l'ondulateur manuellement à l'avant et pouvoir se servir de l'énergie de la batterie pour pouvoir convertir en 120. Donc, la batterie se fait recharger, mais on consomme de la batterie en même temps. L'avantage de pouvoir le mettre à off, c'est lorsque vous vous branchez à une source qui n'est pas capable de soutenir votre demande énergétique. On va arriver dans ce cas-là où est-ce que le disjoncteur de la source va sauter inutilement. On ne veut pas ça, c'est un comportement qu'on n'aime pas. Donc, nous, on va mettre à off notre disjoncteur
rallumer le disjoncteur de la source. On va utiliser l'énergie qui provient de la batterie qui se fait recharger en même temps. Quand on part de cet endroit-là, c'est super important, on le remet à on. C'est tout avantage d'avoir du courant directement dans les prises de courant. De ce côté-ci, on va avoir aussi un Smart Shunt. Un Smart Shunt, c'est un appareil qui va interpréter les données de la batterie. Donc, quand vous consommez ou quand vous rechargez, vous allez voir sur cet appareil-là, avec une application qui s'appelle Vitron Connect, les dépenses, le taux de charge, etc. On en parle plus en détail tantôt. Sinon, en dessous de l'ondulateur, vous allez avoir un thermostat qui, lui, son travail, c'est de refroidir le caisson électrique avec ce ventilateur-là qui est là. Donc, quand il fait 42 degrés Celsius, il va se mettre en fonction automatiquement. Si jamais vous voyez qu'il part de façon inutile ou qu'il fonctionne trop longtemps, c'est possible d'aller l'ajuster avec la petite vis bleue d'ajustement. Ça fait pas mal le tour, mis à part cette prise de courant-là qui est important de se souvenir que ce n'est pas pour des appareils chauffants. Donc, pas de micro-ondes, pas de chaufferette, pas de séchoir à cheveux. C'est pour 1200 watts et moins seulement. C'est important de respecter ça, ça va briser la prise de courant. Lorsque vous manquez de batterie, on vous recommande de regarder la vidéo à cet effet qu'on a sur le code QR qui est dans votre porte d'aiguille. Mais vous allez avoir à vous brancher. Si vous n'avez pas accès à du 120, nous avons un petit bouton d'urgence qui est là qui s'appelle Lockdown. Ce bouton-là vient avec une étiquette qui est juste au-dessus qui donne des instructions de se rappeler de mettre à off le chargeur orange et noir qui est juste à côté. Donc, la procédure est simple. On va démarrer le véhicule, on va venir à l'arrière, on va éteindre le chargeur orange et noir. Une fois qu'il est à off, on va appuyer sur le bouton pendant 3 minutes. Pendant ce temps-là, on va transférer de l'énergie directement de la batterie du véhicule à la batterie de la conversion. C'est l'équivalent de la booster. On va avoir 3 minutes de recharge de la batterie qui va suffire à lâcher le bouton une fois aux 3 minutes passées et rallumer le chargeur et donner le temps au chargeur de se remettre en fonction. Donc, ce n'est pas automatique. Si vous manquez de courant, de démarrer le véhicule, ça ne chargera pas tant que vous ne ferez pas cette procédure-là. On vous recommande encore une fois de regarder les vidéos avec le code QR. De ce côté-ci, vous avez votre caisson d'eau. Le caisson d'eau qui a 2 trappes d'accès. La première est ici. Quand vous l'élevez, ça vous donne accès à votre chauffe-eau. Vous avez votre chauffe-eau qui est ici, le réservoir d'eau claire qui est là. Dans votre caisson, quand vous remplissez votre eau, donc l'entrée d'eau est juste là, vous allez avoir cette valve qui est ici, qui est identifiée entrée d'eau. Donc, cette valve-là, c'est une valve qu'on doit laisser dans cette position-là. Elle ne doit pas être fermée, elle ne doit pas être ouverte, elle doit être à mi-chemin, elle doit être à 45 degrés. Le but, c'est de ralentir la quantité d'eau qui rentre à l'intérieur du réservoir pour éviter un gonflement du réservoir lorsqu'il est plein. Vous devez arrêter le remplissage lorsque le niveau de l'eau se resitue au niveau de l'entrée d'eau ici. Tout ce qui va être au-dessus, de toute façon, va être en extra et va ressortir par l'entrée d'eau et par le trop-plein. Donc, vous arrêtez au niveau du chauffe-eau le remplissage. Les prochaines valves qu'on va parler vont être pour la douchette du robinet extérieur. Donc, vous avez le tuyau qui est ici, qui est fait pour être manipulé. Quand vous levez, vous avez accès à 2 valves qui sont juste là. Ces 2 valves-là sont pour ouvrir l'eau chaude et l'eau froide du robinet de la douchette. Donc, je vous recommande de les maintenir fermés en permanence et de les ouvrir seulement pour l'utilisation. Lorsque vous avez terminé de l'utilisation de la douchette, on va les refermer. C'est votre sécurité. Si par advertence, vous oubliez de les fermer et que votre robinet est resté ouvert, la prochaine fois que vous partez de votre pompe, vous allez avoir une douche dans votre lit, ce qui n'est pas recommandable. Donc, on vous conseille de toujours fermer et ouvrir à chaque fois que vous l'ouvrez. Vous en avez besoin. Les prochaines valves vont être des valves de drainage. J'ai une vidéo qui montre comment drainer, aseptiser, hiverniser, déshiverniser. On va vous montrer les valves où est-ce qu'ils sont localisés. Grosso modo, vous pouvez vous référer à ces vidéos-là qui sont super plus précis. Les prochaines valves, c'est les valves de drainage. Donc, en été, elles sont fermées. En hiver, lorsque vous voulez drainer, sont ouvertes. Été, fermé, hiver, ouvert. Donc, sur le côté du chauffe-eau ici, vous allez avoir une valve sur le dernier tuyau en bas qui va drainer votre chauffe-eau. Donc, on ouvre cette valve-là et le chauffe-eau se draine complètement. À l'avant là-bas, on n'ira pas parce que nos vidéos sont déjà très bien faites. Il y a l'autre trappe qui est là. On va avoir notre pompe qui va être au centre et de chaque côté, donc du côté intérieur, on va avoir une valve en sortie du réservoir d'eau claire. Cette valve-là, quand on l'ouvre, ça draine le réservoir d'eau claire au complet. Vers l'extérieur du véhicule, on va avoir une autre valve qui va être pour
chasser l'eau qui est prise entre la pompe et les accessoires. Donc, en ouvrant ces 3 valves-là, tous nos réservoirs vont se vider, les tuyaux vont se vider. Il va rester de l'eau emprisonnée dans les cartouches de robinet. La vidéo d'organisation va vous montrer plus de détails. De ce côté-là, on va avoir aussi le Webasto. Donc, si vous regardez, le Webasto est ici. C'est l'unité de chauffage de votre véhicule. Cet endroit-là n'est pas un endroit de storage. On ne met rien dans ce compartiment-là, comme on ne met rien dans ce compartiment-ci non plus. C'est important de laisser ces endroits-là complètement vides. Ce n'est pas des endroits d'entreposage. La sortie d'air qui est ici est liée au Webasto. L'air qui sort de là, elle est très chaude, 95 degrés Celsius. Donc, c'est important de ne rien mettre devant qui pourrait bloquer la sortie de l'air. Donc, si vous mettez quelque chose comme ça va endommager ce que vous mettez devant. Vous pouvez mettre des choses en dessous, il n'y a aucun problème, mais rien qui va être complètement devant. L'autre trappe qui est à l'avant, la trappe noire et la fente par laquelle on voit la lumière, c'est par là que le Webasto aspire l'air froid de votre véhicule. Donc, c'est la même chose. On va s'assurer de ne rien plaquer contre cette zone là-bas. On pourra mettre des choses tout près, mais rien qui va être complètement plaqué et empêcher la circulation de l'air. On va aller continuer à l'intérieur, on va parler de plus amples détails à l'intérieur. On va continuer ici avec la portion de l'eau à l'avant, donc l'eau potable et la douche fantôme dans ce cas-ci. Si vous n'avez pas de douche fantôme, il n'y a pas de manipulation spéciale. Donc, on va continuer avec la gestion de l'eau potable qui est ici. Donc, vous voyez ici, il y a votre pompe à eau qui est juste là. Plus loin en arrière, on a un accumulateur. L'accumulateur, c'est comme une réserve d'eau qui va se remplir et éviter que la pompe parte à tout moment. Une fois que la réserve d'eau est vide, elle va repartir la pompe afin de pouvoir la remplir à nouveau. Vous avez entre les deux une valve de drainage. Donc, quand vous voulez hyverniser ou aseptiser vos réservoirs, vous allez mettre un seau ou un chaudron en dessous pour récupérer l'eau qui va sortir par là. Au fond, là-bas, vous allez avoir 2 valves qui sont en haut là. Là et là. Ces 2 valves-là sont pour le robinet de la douche fantôme. Donc, c'est le même principe que le robinet de la douchette extérieure. Quand vous ne vous servez pas de votre douche fantôme, vous fermez ces 2 valves-là et vous les ouvrez seulement quand vous en avez besoin. À la fin, vous refermez vos valves, c'est votre sécurité. Si on ouvrait le robinet ici, l'eau coulerait à l'intérieur là, ça serait peu pratique, ça ferait un gros dégât d'eau. Donc, c'est important de se souvenir de toujours refermer ces valves-là. Au niveau du fonctionnement de la douche fantôme, je vais faire un petit exemple. Lorsque la pompe se met en fonction, rien ne se passe. Lorsque j'ouvre le bac de douche fantôme et que je fais la même manœuvre, la pompe s'est mise en marche, donc la pompe d'évacuation s'est mise en fonction aussi. Lorsque le bac est ouvert, la pompe d'évacuation va se mettre en fonction, et ça pendant 30 secondes après que vous ayez fini de prendre votre douche. C'est important de valider que ça c'est fonctionnel avant. C'est déjà arrivé dans le passé où les cheveux sont venus bloquer le mécanisme. Malgré qu'on met un petit filet ici, les cheveux vont réussir à passer quand même. Donc c'est important avant de prendre cette douche de s'assurer que ce moteur-là se met en fonction pour pouvoir drainer le bac de douche. Donc, on va enchaîner avec les valeurs de décharge. On a 2 circuits, le circuit 12 volts et le circuit 120 volts. Les deux ont des valeurs différentes. Je vous donne une idée de consommation sur le 12 volts et sur le 120. Je vais avoir une référence sur le guide du propriétaire qui va s'en aller très bientôt, si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir vous guider sur qu'est-ce qui consomme quoi et qu'est-ce qui recharge combien. Donc, le plus gros consommateur dans un véhicule comme celui-ci, ça va être l'air climatisé. L'air climatisé, présentement, ça c'est une Nomatic X2 qui va, elle, consommer 55 ampères-heure en fonctionnement au mode maximum. Donc, si on peut regarder un petit peu en dessous ici, on va appuyer sur le bouton Power. Quand on se met un bouton Power, il va partir au mode maximum. Le mode maximum, c'est le mode flocon. Donc, quand il se met en route, il va fonctionner et il va refroidir au maximum, donc à 55 ampères-heure de consommation, qui est beaucoup, beaucoup trop. Le fabricant recommande de ne pas utiliser le mode maximum pendant plus de 20 minutes. Une fois qu'on a passé les 20 minutes, c'est important de le mettre en mode éco. Donc, le bouton de la petite montagne qui est ici va nous permettre de changer de mode. Ça, c'est le mode éco. On peut abaisser la température si on veut.
le mettre à la température souhaitée. C'est important de ne pas mettre trop froid. Quand un air climatisé fonctionne trop froid trop longtemps, il y a un évaporateur qui est inclus dedans. Et s'il fonctionne trop à haut régime et puis qu'il fonctionne trop fort, l'évaporateur va commencer à geler. L'eau, elle sera plus capable d'être évacuée, d'être évaporée. Elle va geler en place. Ce qui va faire que vous allez avoir un dégât d'eau qui va passer par ici. Le manufacturier en parle sur ses recommandations d'utilisation et aussi une notice spécifiquement à ça. C'est important, si c'est un environnement très humide, on va avoir un mode haute humidité qu'on va pouvoir atteindre avec la manette. Les instructions en parlent très clairement de le mettre en mode haute humidité lorsque l'environnement est très humide. Ça va aider à empêcher la formation de glace sur l'évaporateur. Il n'y a pas d'eau qui va être générée par l'air climatisé, elle est évaporée au fur et à mesure par l'évaporateur. C'est pour ça que c'est important de ne pas le faire fonctionner à trop haut régime très longtemps. Il sera plus capable de faire son travail d'évaporer l'humidité qui est générée par l'air climatisé. Le mode éco consomme seulement 27 ampères-heure, donc il y a une deuxième fonction. Il va consommer moins et aussi, il va empêcher le condensateur ou l'évaporateur de geler. Fait que c'est le mode éco qui va être le mode le plus utilisé dans votre utilisation quotidienne. Un air climatisé 12 volts n'est pas comme un air climatisé 120 volts. C'est important de comprendre ça. Il n'y a pas... l'air climatisé 120 volts va évacuer son humidité par le toit. La 12 volts ne le fait pas. Elle va l'évaporer tout simplement. Fait que c'est important de ne pas considérer que c'est un air climatisé 120 volts, mais plutôt de la gérer comme étant une entité différente et adaptée selon les recommandations que je vous donne. Le deuxième gros consommateur, c'est votre frigo. Et ce n'est pas parce qu'il consomme beaucoup, c'est qu'il consomme tout le temps. C'est le plus important de votre véhicule, ainsi que le chauffage. Si on veut préserver de l'énergie, c'est pour ces deux items-là, le frigo et le chauffage en hiver. Donc, le frigo, je mets une situation, il consomme 3,5 ampères-heure. Je vous mets une situation avec la batterie 400 ampères. Disons qu'on va à un endroit où est-ce qu'on n'a pas accès à du 120, on est stationnaire, on ne se déplace pas du tout, et qu'il se met à pleuvoir. On n'a aucune source de recharge. Si votre batterie elle est pleine, le frigo a pour 118 heures de fonctionnement seulement. Donc, c'est important de planifier en conséquence dans ces moments-là. C'est le pire cas de figure, ça n'arrivera presque jamais, mais admettons qu'on s'arrive, c'est ça qui va se passer. Je fais un parallèle pendant qu'on est là, 118 heures, ça semble quand même raisonnable. Je vous fais un petit parallèle avec l'ondulateur qui est juste là. Donc, l'ondulateur, présentement, il est allumé. Le fait que l'ondulateur soit allumé consomme exactement la même chose que le frigo. Ce qui veut dire que votre 118 heures n'est plus un 118 heures et se transforme en 59 heures, qui est beaucoup moins raisonnable. Donc, c'est important là, de s'assurer que notre consommation soit mise aux bons endroits, qu'on ne gaspille pas d'électricité, surtout avec un ondulateur qui est en fonction. On va toujours penser à fermer les choses quand on n'en a plus besoin. Prochain thème qu'on va parler, ça va être l'aérateur qui est en arrière. Donc, soit de type MaxFan, soit de type R+. Dans ce cas-ci, c'est un MaxFan ici. Le MaxFan va consommer un maximum de 4 ampères-heure lorsqu'il est en fonctionnement à la 10e vitesse. La 10e vitesse ne sert à rien. À partir de la 5e, on a pas mal atteint le maximum de déplacement d'air du fan et toutes les vitesses au-dessus de ça font juste faire forcer le moteur et consommer plus d'énergie. Donc, utilisez votre aérateur de toit seulement qu'à la 5e vitesse, c'est suffisant. Si vos portes sont ouvertes, l'aérateur ne sert à rien. C'est important de le faire fonctionner seulement lorsque vos portes sont fermées afin de faire une circulation d'air. Un aérateur égale une entrée d'air à quelque part. Si vous n'avez pas de fenêtre ouverte nulle part, un aérateur ne fera absolument rien. Il va mettre votre véhicule en pression positive ou en pression négative. Donc, quand on démarre un aérateur, c'est parce qu'on a une fenêtre ouverte et on est capable de générer une circulation d'air. L'air climatisé ne fera pas ce travail-là. Il n'y a pas d'échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Si votre air climatisé est en fonction et qu'il fait extrêmement chaud, vous pouvez vous aider d'un aérateur de toit à la première vitesse en expulsion pour pouvoir sortir la chaleur qui est en présence très haute et donner un coup de main à votre aérateur. Par contre, on va avoir une petite fenêtre ouverte à quelque part pour pouvoir générer une circulation d'air. Prochain thème qui consomme beaucoup d'énergie, c'est vos pompes à eau. Vous en avez deux et par contre, ces deux pompes-là ne fonctionneront pas en continu. Donc, c'est plutôt négligeable au niveau de la consommation. Une fois qu'on a fait notre douche, on a fait notre vaisselle, puis qu'on a bu de l'eau, on a à peine 1 heure de consommation électrique. Donc, c'est très négligeable dans le calcul. Les chargeurs USB qui sont ici, pour qu'ils doivent fonctionner, on a le bouton on-off. S'ils sont éteints, ils ne fonctionnent pas. Il faut les allumer avec le petit bouton.
Une fois qu'ils sont en fonction, vous pouvez recharger ce que vous voulez. La décharge qui va sortir de ce chargeur USB-là va dépendre de ce que vous branchez dessus. Chaque appareil va consommer différemment et pendant un nombre différent, ça sera à vous de faire vos calculs dans ce cas-là. Les lumières ne sont pas des très gros consommateurs. Gênez-vous pas de vous en servir. Si on les allume tous, on va avoir une consommation d'environ 1,2 ampères-heure. Donc, tout dépendant de votre véhicule. Donc, allez-y avec logique, allumez les sections où est-ce que vous êtes et éteignez les sections où vous n'êtes pas. Mais même s'ils sont tous allumés, ce n'est pas une très grande dépense énergétique. Donc, pour calculer les taux de décharge de la plaque à induction ou du four, si vous avez un des deux, les deux consomment sensiblement la même chose, on va pouvoir utiliser une application qui s'appelle Victron Connect. On en a parlé tantôt. Dans le fond, vous allez pouvoir voir chaque taux de déchargement de votre véhicule en permanence avec cette application-là. L'application s'appelle Victron Connect. On appuie sur l'application, elle se rouvre. Ensuite, elle va détecter les smartphones qui sont aux alentours. Le signal le plus fort dans notre cas, c'est celui-ci. S'il y en a plusieurs aux alentours, ils vont en détecter. Prenez le vôtre qui est le plus fort. Donc, il y a un code par défaut qui est écrit ici. 0,6 fois. C'est le code par défaut qui va être dans votre véhicule quand vous prenez possession. Vous allez pouvoir le rentrer, ce mot de passe-là, et une fois qu'il a été rentré, vous n'avez plus besoin de le rentrer. On va vous proposer dans l'application de le remplacer. Il ne faut pas le remplacer. Ça va juste être du trouble plus tard si vous changez d'appareil téléphonique. Donc, je vais rentrer celui-ci. Donc, une fois qu'on se connecte, on a cette page-là qui nous montre l'état de charge, qui nous montre le voltage, qui nous montre le courant. Donc, recharge ou décharge en ampères. Le wattage, les puissances en wattage, on va avoir les ampères consommés depuis la dernière recharge complète. On va avoir le temps restant avec les dépenses énergétiques du moment. Donc, si je mets cette plaque induction-là en fonction, vous pouvez regarder ici, je vais la mettre au maximum. Vous allez voir que la plaque induction consomme beaucoup d'énergie. Elle consomme 155 ampères-heure. Présentement, on voit 161 parce que les autres éléments du véhicule sont en fonction. Donc, le panneau de recharge solaire va se mettre en fonction éventuellement, mais puisque c'est très nuageux aujourd'hui, on n'aura pas une très grande efficacité. Donc, 155 ampères-heure, ce qui fait que avec la plaque induction, vous avez 400 ampères, ça vous donne 2h30 d'utilisation de plaque en continu. Ce n'est pas une bonne idée de se faire un ragoût de boulette en autonomie. On va réfléchir. Lorsque vous êtes branché, vous pouvez faire ce que vous voulez. Une sauce à spaghetti, aucun problème. Mais si vous êtes en autonomie, il va falloir réfléchir. 3 repas par jour, quand vous êtes stationnaire, ça ne fonctionnera probablement pas. Il va falloir vous équiper d'un petit poêle au propane à l'extérieur de type Coleman pour pouvoir vous aider à passer au travail de vos jours en autonomie. Si vous êtes en déplacement, 3 repas par jour, oui, ça va fonctionner parce que vous rechargez votre batterie lorsque vous êtes en déplacement. Donc, il va falloir vraiment calculer si on a l'énergie pour pouvoir faire tous nos repas par jour sur notre plaque induction ou sur notre four et calculer et vérifier à l'aide de l'application. C'est votre meilleur indicateur. Au début, vous allez avoir votre téléphone probablement ici en permanence en train d'afficher ce qui se passe sur votre décharge, taux de décharge et recharge. C'est comme ça que vous allez apprendre c'est quoi la dépense énergétique et vous familiariser avec l'autonomie et ce que la machine est capable de vous donner. La plaque induction, une fois que l'eau bout, on est à puissance 10, on va réduire la plaque à induction et elle va continuer à bouillir même à la puissance 4. Donc, on peut voir ici aussi là, que la consommation n'est plus la même quand on réduit. Donc, faire cuire des choses à puissance 10 n'est pas une bonne idée, ça va coller. Donc, vous allez ajuster. Je vous montre le pire cas de figure parce que c'est comme ça qu'on apprend en ayant le pire cas de figure. Pendant qu'on est là, je fais un petit rappel. J'ai une vidéo qui en parle ici sur notre code QR. La plaque induction, c'est possible qu'elle ne fonctionne plus. Des fois, c'est parce que le disjoncteur de la plaque qui est ici a disjoncté. Donc, disons qu'on fait un reset ici, un test. La plaque ne fonctionne plus. C'est parce que le disjoncteur ici est sauté. Ça se peut qu'il saute pour des raisons inconnues. Des fois, quand vous débranchez le van de votre alimentation 120, lui est sensible, il fait son travail de protéger toute l'électricité qui est ici. Donc, soyez sans crainte. Si votre plaque ne fonctionne pas, votre première chose à vérifier, c'est celle-ci. Votre plaque induction, votre four consomme la même chose. Le chauffe-eau consomme un petit peu moins, il va consommer plus 140 ampères-heure lorsque vous faites chauffer votre eau. Ça prend juste 30 minutes de chauffer votre eau. Une fois qu'elle est chaude, le minuteur qui est juste là va arrêter
automatiquement. Donc, vous mettez 30 minutes, l'eau est chaude, ça arrête automatiquement. Donc, je vous conseille de vous servir de votre minuteur pour chauffer l'eau lorsque vous êtes en déplacement. Donc, vous prenez la route le matin, on va allumer l'ondulateur et appuyer sur le bouton 30 minutes pour avoir de l'eau chaude lorsqu'on arrive à destination. Une fois que l'eau a été chauffée, 5 minutes va suffire à réchauffer cette eau-là le lendemain matin, disons. Servez-vous de votre minuteur à chaque fois que vous déplacez votre véhicule, que ce soit 30 minutes, vous mettez un 5 minutes, comme ça vous vous assurez d'avoir de l'eau chaude en continu et qu'il n'y a aucun coût énergétique. Votre four, c'est sensiblement la même chose. Vous pouvez l'utiliser en déplacement. Donc, quand vous prenez la route, vous allez, je ne sais pas moi, en Gaspésie, vous partez à 8 h le matin, à 10 h, vous mettez un pâté au poulet dans votre four avec un minuteur de 1 heure. 1 heure plus tard, il va arrêter. Vous arrêtez à midi, c'est encore chaud, puis on a remboursé la dépense énergétique. On a un dîner qui est déjà tout prêt. C'est vraiment pratique de pouvoir faire ça comme ça. C'est comme ça que vous allez économiser de l'énergie. Tous les trucs pour économiser de l'énergie, on va les prendre, on va l'utiliser. C'est ça qui va vous permettre d'avoir le plus de fun pour des choses qui sont super essentielles comme un frigo ou de chauffage en hiver. Je vais vous montrer ici aussi, sur l'application VitroConnect, vous avez 3 pages au total. Ça, c'est les informations qui sont à l'instant T. On peut passer à la prochaine page. Ce sont des informations qui sont un peu plus techniques et plus ou moins nécessaire. C'est un peu superflu. C'est pas grave. La 3e page, elle est vraiment intéressante. Où est-ce que ça va générer un graphique? Vous voyez ici, on a un délai de 1 minute. Donc, on voit ce qui s'est passé dans la dernière minute. Je vais appuyer sur « Moins » et on va voir que le temps change. Donc, l'application va vous montrer l'historique de vos consommations. Donc, vous allez voir les jours de recharge, de décharge, etc. Donc, vous allez pouvoir suivre votre consommation en temps réel puis vous ajuster en tant qu'utilisateur afin d'atteindre l'autonomie perpétuelle. On a compris les taux de décharge des éléments qu'on a dans notre véhicule sur le circuit 120. C'est important de se souvenir que la prise électrique qui est à l'arrière est pour des petits accessoires. Si vous voulez brancher quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie, c'est sur les prises de courant qui sont munies d'un disjoncteur. Dans ce modèle-ci, on en a un ici. On en a un au niveau du plancher, près du banc. Et parfois, vous allez en voir sur des modèles livres derrière votre frigo. Présentement, dans une Nord, on ne le voit pas. Prochain élément qu'on va parler, c'est le Webasto. Webasto qui est une machine extraordinaire, mais qu'on doit traiter avec respect. Présentement, on va regarder le fonctionnement au niveau du contrôleur. Première action que je vais poser va simplement allumer l'écran. Donc, le bouton on-off est là. La molette, c'est pour rajouter la température ou aller dans les options. Le bouton en bas, c'est le bouton Enter ou rentrer dans les options. Donc, on va commencer par appuyer sur le bouton On-Off qui ne mettra pas la machine en marche. J'appuie, ça allume l'écran. OK? Vous allez voir, présentement, je le mets à 35. Je vous en parle pourquoi je fais ça tantôt. Donc, j'ai ajusté à 35, je fais Enter. Donc, la valeur, on a réglé à 35, il fait présentement 20 degrés Celsius. Même si je le mets en fonction présentement, il ne chauffera pas. Mais il est allumé. Donc, vous avez une garantie de 2000 heures sur votre unité de chauffage Webasto et ce 2000 heures-là est sur le temps que les petites flèches sont présentes. Donc, quand vous le mettez en marche, c'est important quand vous avez terminé de ne pas simplement baisser la température comme on ferait à la maison, mais plutôt de vous assurer d'appuyer sur le bouton Webasto à nouveau et que les petites flèches disparaissent. Le Webasto, sa façon de fonctionner, c'est qu'il consomme de l'essence du véhicule et de l'énergie de la batterie. Donc, au niveau de l'essence, il vous consommez 0,12 litres à l'heure, donc 10 heures égale 1,2 litres. Et au niveau de l'énergie, ça va être à peu près 1,3 ampères-heure en fonctionnement normal. Donc, au démarrage, il vous consommez un petit peu plus, mais ça dure environ 30 secondes et après ça, ça va consommer seulement 1,3. Quand le Webasto est en fonction, on a une sonde qui descend à l'intérieur du réservoir d'essence. On a une pompe qui vient pomper cette essence-là. L'essence voyage par un micro-tuyau qui s'en va jusqu'à l'arrière dans le Webasto. Il va rentrer à l'intérieur de la machine. La machine, on l'a vu tantôt, c'est un gros bloc rectangulaire. Donc, par en dessous, on a l'essence qui va rentrer. Ça va aller dans la chambre de combustion. Dans la chambre de combustion, il y a ce qu'on appelle le brûleur. Le brûleur est muni d'une petite éponge en métal que l'essence vient se déposer et diffuser à l'intérieur. On a une glow plug qui va allumer l'essence, qui va générer du feu. On a un ventilateur qui fait circuler, qui génère une tornade de feu, qui va réchauffer le gros casing en métal. Et c'est ce gros casing-là en métal qui va réchauffer l'air qui passe au travers de la machine. Donc,
quand on fait fonctionner le Webasto, on consomme de l'essence et la consommation d'essence génère du carbone. Le carbone est un composé qui est généré avec toute combustion, que ce soit n'importe quoi, ça génère du carbone. Le Webasto, sa façon de gérer le carbone, c'est qu'il va l'évacuer au fur et à mesure si on a un bon fonctionnement. Donc, quand la machine elle est très chaude, le carbone qui est généré est évacué automatiquement par le pot d'échappement. Ce qui est important de se souvenir, c'est qu'on ne peut pas utiliser le Webasto pour les petites périodes de 10 minutes. Quand vous démarrez votre Webasto, c'est pour minimum 1 heure de temps. Et pour que dans cette heure de temps-là, il reste en combustion le plus longtemps possible, on va imposer une valeur plus chaude que ce qu'on a besoin. En hiver, c'est aucun problème. En hiver, il fait moins 20 dehors, on veut avoir 20 à l'intérieur, il y a le froid qui est aux alentours et notre Webasto combat le froid. Donc, quand on met 20 degrés à l'intérieur et qu'il fait moins 20, le Webasto est en combustion continue, il combat le froid. Les périodes les plus sensibles, c'est le printemps et l'automne. Où est-ce qu'on veut gagner quelques degrés? Disons que présentement, il fait 21. Je dis, oh, j'ai un petit frisson, je vais le mettre à 23, comme ça, et je vais démarrer mon Webasto. Le Webasto, ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarrer, il va vite atteindre la température, il va atteindre le 23 degrés Celsius, ça va prendre environ 10 minutes, puis après ça, il va s'éteindre, il va attendre. La température intérieure va redescendre, puis là, il va repartir pour un autre 10 minutes. Ce qui fait que ça nous donne plein de petits 10 minutes de carbone qui est accumulé dans la chambre de combustion, qui ne sera pas jamais évacué. Ça va briser et endommager votre Webasto. On va devoir faire un entretien pour pouvoir nettoyer tout ça. Donc, mes recommandations, c'est jamais moins d'1 heure et de toujours, lorsqu'il ne fait pas assez froid, de mettre le Webasto à son maximum 35 degrés Celsius. Il risque de faire chaud, c'est pas très grave. On va ouvrir une fenêtre, on va partir un ventilateur et on va ventiler la chaleur entre eux. L'important, c'est que notre Webasto, lui, c'est en combustion qui est adéquate pour évacuer son carbone au fur et à mesure. Sinon, vous pouvez toujours vous poser la question. Est-ce que j'ai un petit frisson? Est-ce que si je me mets une petite doudou et des pantoufles, je vais être correct? Oui, on va privilégier mettre la petite doudou que l'utiliser dans les conditions qui ne sont pas appropriées. Sinon, vous pourriez vous munir d'une petite chaufferette électrique qu'on pourrait brancher ici pour pouvoir réchauffer l'air ambiant. Mais là, ça va être à vous de voir au niveau de l'approvisionnement d'électricité. Si vous êtes branché, il n'y a aucun problème. Si vous êtes en autonomie, ça va consommer beaucoup d'énergie. Le Webasto, on a aussi une application qui se trouve sur le Play Store ou le App Store. Vous allez pouvoir la décharger et contrôler votre Webasto à distance. On va la regarder en ce moment-ci. Donc, l'application s'appelle SmartTemp 3.0. Comme c'est écrit ici, SmartTemp 3.0. Ça, c'est le petit logo qui est ici. On va appuyer sur le bouton. Il va chercher les appareils aux alentours. On va se connecter sur le signal le plus fort. On nous demande un code d'accès qui est affiché ici à l'écran. À chaque fois que vous connectez un nouvel appareil, vous allez avoir un code d'accès différent. Donc, dans ce cas-ci, on a 4171. On va se connecter. Et à partir de ce moment-ci, on peut contrôler notre Webasto à l'aide de l'application. C'est exactement les mêmes contrôles. On peut changer la température ici. On la met à la température qu'on veut. On fait enregistrer. On peut faire on-off. Les petites flèches et les mêmes petites flèches apparaissent dans les deux cas sur les deux appareils. Quand vous voulez le fermer, vous l'éteignez ici. La portion diagnostic qui est ici est réservée pour vous aider lorsque vous êtes à distance. Vous pouvez aller là, vous m'appelez si vous avez un problème avec votre Webasto, vous me lâchez un petit coup de fil et vous m'envoyez un message et je vais vous rappeler. Je vais vous demander d'aller dans cet endroit-là, on va faire commencer le diagnostic. Et là, vous voyez qu'ici, c'est marqué « Effacer les erreurs ». C'est super important de ne jamais effacer les erreurs. Ils vont afficher ici, c'est normal, c'est des erreurs enregistrées et c'est ça qu'on veut. Ces erreurs-là doivent rester là pour pouvoir faire le suivi puis vérifier les problématiques avec le Webasto. Donc, quand j'appuie sur démarrer le diagnostic, ça va générer un rapport. Ce rapport-là est nécessaire pour pouvoir faire une réclamation chez Webasto si jamais il y a un problème avec votre Webasto. C'est pour ça qu'effacer les erreurs, il n'y aura plus rien dans le rapport et la garantie sera ouverte dans ce cas-là. Je fais un exemple, j'appuie dessus ici, c'est marqué ici, effacer les erreurs va nuire à votre garantie et en effet, c'est vrai. Il n'y a que moi qui va pouvoir vous dire où le faire pour vous. Sinon, on retourne en arrière.
On a les paramètres qui sont ici. J'appuie sur paramètres. On va pouvoir changer la langue, la température, l'heure et la date. Les autres choses, il ne faut pas y toucher. Les paramètres sont déjà optimaux comme ils sont. Donc, l'entrée d'air et la sortie d'air de votre Webasto, c'est important de faire des vérifications, surtout en hiver. On veut s'assurer que les tuyaux ne sont pas bouchés par de la neige, de la slush. S'il y a une tempête de neige, si on recule dans un banc de neige l'hiver, l'entrée d'air et la sortie d'air qui sont en dessous, si vous penchez ici, vous allez voir, il y a la sortie d'air, donc c'est le pot d'échappement du Webasto qui est là. Si vous regardez plus loin en dessous là-bas, donc l'entrée d'air est située là. Fait que ces deux endroits-là vont être importants en hiver, s'assurer que c'est pas obstrué par de la neige ou quoi que ce soit. Si jamais il y a une obstruction, le Webasto va s'encrasser vitesse grand V. C'est important de faire ces vérifications-là en permanence. On va continuer avec les bonnes pratiques à avoir avec votre véhicule. Nous, on a fabriqué un véhicule de haute qualité. On l'a construit, on l'a testé, mais on ne l'a pas fait vivre. Les meubles, moi, ça fait 8 ans que je suis ici. Je n'ai jamais fait de service pour des meubles. J'ai fait des services pour un frigo qui ne fonctionne plus. Ça peut arriver. Si jamais un frigo qui ne fonctionne plus, c'est évident, il va être chaud et il ne se refroidira plus. Donc, si vous avez un problème, vous me lâchez un coup de fil. Nous, on est là pour vous aider et vous offrir un service extraordinaire. On va vous gérer très rapidement. Le frigo, s'il manque d'énergie, s'il ne fonctionne plus, c'est très, très évident qu'il ne fonctionne plus. Il y a des choses qui vont être un peu moins faciles à savoir si ça fonctionne ou pas. Vos chargeurs de batterie, c'est le meilleur exemple. Donc, ce que je vous recommande comme bonne pratique, c'est lorsque vous branchez votre véhicule, prenez un moment après l'avoir branché et validez votre application Victron Connect. Vous vous assurez que vous êtes vraiment en état de recharge. Si vous ne regardez pas là, vous ne saurez jamais. Même chose lorsque vous démarrez votre véhicule, on démarre le véhicule, 10-15 minutes plus tard, on vient valider. Est-ce que je recharge vraiment? J'en ai besoin de cette énergie-là. Donc, c'est comme ça que vous allez valider que vous êtes vraiment en recharge. Si vous ne regardez pas, parfois, ça pourrait ne pas recharger. Et pas parce qu'il est brisé. S'il y a besoin d'une petite intervention, des fois, juste redémarrer le chargeur fait l'affaire. On peut s'être branché à un endroit qui est particulier, qui avait les polarités inversées. Ça allait briser un fusible sur notre chargeur. Donc, c'est votre responsabilité de vous assurer que tout reste fonctionnel. Même chose avec le solaire. Dans ce cas-ci, on a un maximum de 19 ampères-heure avec notre panneau solaire en haut, plus 12 ampères-heure pour un total de 31. Aujourd'hui, je suis exposé au soleil. On recharge à 30 ampères-heure. Demain, même soleil, même place, ça charge à 12. Il se passe quelque chose. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir valider que vos appareils de recharge restent en fonction. Et si jamais il y a un problème, j'ai toujours des vidéos qui sont là pour pouvoir vous aider à distance. Si jamais vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question, vous nous communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir de vous aider. Ça ne veut pas dire que c'est brisé, ça a besoin d'une intervention. La prochaine chose qu'on va parler, c'est votre caisson d'eau. La bonne habitude à avoir avec votre caisson d'eau, c'est lorsque vous vous remplissez, restez sur place. Restez sur place et soyez témoin de ce qui se passe. Pendant que ça est en train de remplir, prenez ce moment-là pour faire une inspection visuelle. C'est un véhicule qui se promène sur les routes. On va avoir des changements de température, on va avoir des vibrations. Nos routes sont tellement belles au Québec. Ça se peut qu'un tuyau finisse par se lousser un petit peu avec tous ces éléments-là. C'est déjà arrivé dans le passé où, après 3-4 ans, il y a un petit tuyau qui commence à se lousser, puis il fallait juste le resserrer, mais les clients n'étaient pas au courant. Puis, on a eu un dégât d'eau qu'il a fallu avoir un remplacement. Donc, c'est à vous, c'est votre responsabilité de faire le tour de ces connexions-là. C'est super simple. On l'a vu tantôt à l'arrière, il y a le chauffe-eau. Fait qu'on va faire une inspection alentour du chauffe-eau. On utilise une lampe de poche. On est ici en dessous, le groupe pompe qui est juste là. On va faire une inspection. Et aussi en dessous ici de votre évier, où est-ce que c'est les 3 places où il pourrait avoir un petit goutte à goutte qui apparaissent. Et si vous contrôlez ça, vous n'aurez jamais de problème. C'est une bonne habitude à garder avec votre véhicule. Le véhicule est très grand. Lorsque vous mettez en déplacement, il faut s'assurer que nos roues arrière dégagent les obstacles. Donc, quand disons que vous partez d'un stationnement, commencez à avancer, regardez vos miroirs avant de commencer à tourner. C'est super important. Accrocher le véhicule, si on ne regarde pas, c'est très facile à faire. Donc, il faut compenser avec une manœuvre en 3 points. Donc, vous sortez, tournez un peu, on recule, puis on se remet en mouvement. C'est super important pour être sûr que vous n'accrochez pas votre véhicule partout. Dernière petite chose qu'il faut s'assurer, lorsque vous stationnez votre véhicule,
stationnez-vous toujours à reculons. C'est super important. Quand on tourne les roues, l'arc de braquage est très grand. Donc, à reculons, on est capable de projeter notre véhicule puis de stationner en ligne droite. Tandis que si on stationne de l'avant, l'arc de braquage, avec les roues qui sont loin en arrière, c'est très difficile à accomplir. Stationnez-vous toujours à reculons. Ça va vous amener à avoir plus de pratique avec votre véhicule en plus. On va passer aux devoirs. Donc, je vous donne des petits devoirs à faire et à mettre en place rapidement. Vous prenez possession aujourd'hui de votre véhicule. On est excité, c'est le fun. Vous rentrez à la maison. Moi, mon rêve, c'est que vous vous installiez dans votre véhicule immédiatement. Que vous mettiez de la nourriture, que vous mettriez une bonne bouteille de vin blanc dans votre frigo, que vous fassiez vos 3 repas par jour pendant les prochains jours dans votre véhicule. Et ça, en autonomie. Ne vous branchez surtout pas. On veut prendre cette expérience-là rapidement pour être conscient de nos dépenses énergétiques. Donc, plus que vous allez vous pratiquer, plus que vous allez être à l'aise. Et lorsque vous allez faire vos premières sorties, la même chose. Prenez peut-être un plan B, avoir de l'électricité sur le camping où ce que vous allez. Avant de partir en autonomie, on va s'assurer qu'on ne se branche pas et on va apprendre. Le jour où vous partez en autonomie pour de vrai, vous allez avoir déjà acquis de l'expérience pour pouvoir passer au travers de ça. Un véhicule comme ça avec 400 ampères est autonome à temps plein, c'est l'utilisateur qui doit s'adapter et ces véhicules-là sont faits pour vivre à temps plein en autonomie. Il faut juste adapter sa consommation énergétique en conséquence. Je vous souhaite des belles aventures, partez en confiance, amusez-vous, découvrez, soyez curieux, osez tout essayer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un courriel, c'est la meilleure façon de me rejoindre. L'adresse est écrite un peu partout, atelier@vanlifemtel.com. Vous faites votre petite liste de questions, moi je vous réponds dès que possible. Sinon, vous avez une urgence, vous pouvez toujours m'appeler. Je vous ai remis ma carte d'affaires. Sur la carte d'affaires, il y a mon numéro de téléphone. C'est mon téléphone que je me sers en permanence. Donc, ce numéro de téléphone-là est pour les soirs et les week-ends seulement. Si c'est pendant les heures de bureau, vous appelez directement ici au bureau. Quelqu'un va vous répondre, va pouvoir vous aider. S'il n'y a pas la réponse, ça va m'être transféré à moi. On est là avec vous, on fait partie de vos déplacements. On ne vous laisse pas dans la nature tout seul. Vous avez une équipe qui est derrière vous pour vous supporter. Soyez en confiance, partez à l'aventure et vivez votre best life.